« 18 mai 1986, sur la chaîne FR3, la série télévisée Mission Casse-Cou débarque en France. Série dans laquelle Jim Dempsey, lieutenant de police à New York, découvre que la corruption règne au sein de son service. Afin d'assurer sa protection, sa hiérarchie le mute en Angleterre dans une unité d'élite, le SI-10, où il va faire équipe avec le sergent Harriet Makepeace, une jeune aristocrate pour laquelle les ordinateurs n'ont plus aucun secret. Tous deux affrontent la pègre londonienne sous la houlette du superintendant Gordon Speakings. Cascades et prises de bec seront au rendez-vous de cette série qui se veut spectaculaire. À travers cette vidéo, vous allez découvrir quelles étaient les relations entre les deux acteurs principaux de la série, ainsi que leur parcours respectif qui leur a permis d'accéder à une notoriété mondiale. Je vais vous raconter l'incroyable histoire de la série télévisée Dempsey and Makepeace, plus connue en français sous le titre Mission Casse-Cou. On est au milieu des années 80 et Tony Warmby, producteur et réalisateur britannique, désire percer le marché américain. L'idée de départ est simple, réunir deux personnalités antagonistes, l'une américaine et l'autre britannique, dans une série télévisée policière dont l'action se situerait en Angleterre. C'est cette idée toute simple qui va être le point de départ de la série. La production désire aller plus loin. Et pourquoi ne prendrait-on pas carrément un acteur américain pour le rôle du lieutenant James Dempsey III? De plus, une coproduction américano-britannique amènerait une manne financière substantielle. C'est ainsi que la série sera produite sous le principe de la syndication entre la chaîne London Weekend Television, la société Tribune Entertainment ainsi que Tony Warmby. Reste maintenant à charge pour la production à trouver les acteurs. On est dans les locaux de la Fox où Michael Brandon a ses quartiers. Sur son bureau se trouvent des scénarios que lui a fait parvenir son agent afin qu'il décroche un rôle. Ce sont des scripts de pilotes de séries télévisées qui seraient susceptibles de voir le jour. Un scénario retient particulièrement son attention. C'est l'histoire d'un millionnaire américain issu des beaux quartiers de la Californie dénommé James Dempsey III, qui se rend en Angleterre afin de mener différentes enquêtes, épaulé dans sa tâche par Lady H, une pure aristocrate britannique bardée de diplômes. L'histoire du mélange et du choc des cultures séduit rapidement le comédien. Il contacte son agent qui lui apprend que le scénario ne lui était pas destiné, dans la mesure où le personnage principal est bien loin de son registre. Mais Michael insiste auprès de son agent et arrive à décrocher tout de même une entrevue avec la production. Le rendez-vous est pris sur Los Angeles, dans les bureaux de la Fox, avec le producteur créateur du concept Tony Warmby, ainsi que Nick Elliott, producteur exécutif de la chaîne London Weekend Television. Dès le départ, Brandon pose ses conditions. Le personnage principal ne sera plus un millionnaire, mais un flic issu des quartiers défavorisés de New York, ayant appris son métier dans la rue. Il sera impulsif, impétueux et bagarreur. C'est la condition sine qua non qu'impose Brandon aux producteurs. Les producteurs retournent à l'aéroport afin de prendre leur avion pour Londres. Mais arrivés sur place, ils rappellent Brandon, reviennent à son bureau et acceptent le deal. C'est ainsi qu'en 1984, Michael Brandon va endosser le rôle du lieutenant téméraire Jim Dempsey à l'âge de 39 ans. Et vous allez comprendre pourquoi Michael Brandon a décidé de façonner le personnage de cette manière. Fils d'un mécanicien issu d'une famille d'immigrés ukrainiens, Michael Brandon grandit dans les bas quartiers défavorisés de New York. Après une scolarité classique, il fréquente dès son adolescence une bande de loupards qui zonent dans les quartiers de New York à la recherche de castagnes. Puis, arrivé dans la vie active, il rend des petits services, notamment la livraison d'enveloppes contenant des billets de banque qu'il fait transiter entre différents points de la ville de New York. Mais le jeune Michael ne veut plus continuer dans cette voie. Et sur les conseils d'une amie qui a décelé en lui un fort potentiel de comédien, il passe une audition afin d'intégrer une école d'art dramatique. Lors de l'audition, il tente de corrompre le jury et sur un quiproquo, il est admis. Et c'est finalement au cinéma qu'on le verra en 1970 dans le film Lune de miel aux orties.
1971, il obtient le premier rôle du film Jennifer, mon amour. Cependant, sa carrière est marquée en 1971 par le film 4 mouches de velours gris du maître de l'épouvante italien Dario Argento. Michael Brandon ne fait pas que courir les castings, il accumule aussi les conquêtes féminines. 1973, il entame une liaison avec l'actrice Kim Novak qui durera 18 mois, et la liste va s'allonger au fil du temps. Cependant, l'acteur va se ranger lorsqu'il va rencontrer une jeune comédienne jusqu'alors inconnue du grand public, du nom de Lindsay Wagner. Entre eux, c'est le coup de foudre, et ils se marient quelque temps plus tard. Mais la carrière de Lindsay explose avec la série télévisée Super Jamie, dont elle est la vedette principale. Accaparée par son personnage de Jamie Somers, l'actrice commence à s'éloigner de l'acteur, et les rares moments d'intimité que peut partager le couple sont souvent troublés par les paparazzi. Le couple n'y survivra pas et il divorce quelques années plus tard, en 1979, laissant Michael noyer sa détresse dans son travail. Bien qu'il tourne dans de nombreux téléfilms et quelques films comme Riche et célèbre, la carrière de Brandon est en demi-teinte. Et il voit dans le rôle de Dempsey une aubaine qui pourrait donner un nouveau tournant à sa carrière. Concernant l'actrice qui va endosser le rôle d'Harriet Makepeace, le choix de la production se porte sur la comédienne Glynis Barber, qui n'est pas une inconnue du grand public britannique, et vous allez comprendre pourquoi. Fille d'un industriel, elle naît le 25 octobre 1955 à Durban, en Afrique du Sud, et passe son adolescence à Johannesburg. Puis, à l'âge de 18 ans, elle part pour Londres et entame des études d'art dramatique. Diplôme en poche, elle court les castings. Cependant, elle se sent déracinée à Londres. On est loin du soleil de Johannesburg, ainsi que de la maison où elle grandit, entourée de domestiques. Grâce à sa plastique avantageuse et son 1,65 m, elle décroche des petits contrats à la télévision. Puis, en 1981, elle endosse le rôle de Saoline dans la 4e saison de Black Seven. 1982, elle est retenue et obtient le premier rôle dans la série télévisée Jeanne, qui va lui insuffler une certaine dose d'assurance. C'est ainsi qu'en 1984, les producteurs de Mission Casse-Cou lui proposent de partager l'affiche dans une série télévisée aux côtés d'un acteur américain. Malgré ses réticences concernant le choix d'un comédien américain, elle signe pour la série. Quelques semaines plus tard, Michael Brandon s'envole pour Londres. Il faut savoir qu'à ce stade, les deux comédiens ne se sont jamais rencontrés. Le rendez-vous est organisé par la production à l'hôtel Ritz. Mais l'entrevue entre les deux comédiens ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Car si l'acteur Michael Brandon trouve la comédienne à son goût, et ce, dès la première rencontre, c'est loin d'être le cas de Glynis Barber. Brandon lui fait une mauvaise impression. Elle le trouve impétueux, irrévérencieux, et se demande comment elle pourrait travailler avec cet Américain qui parle fort. En effet, lors de leur première rencontre, Brandon s'était mis dans la peau de son personnage, et lors de l'entrevue à l'hôtel Ritz, le téléphone sonna et il fit un esclandre verbal en criant fort. L'emploi du temps très chargé de Glynis contraint la production de Mission Casse-Cou à reporter le tournage de plusieurs semaines. Car Glynis doit terminer le tournage de la série télévisée Jeanne, une série d'animation où sont incrustés des acteurs en chair et en os. You're adorable, Jane, so memorable, Jane. Oh, Jane, Jane, you're so glamorous. Ne connaissant personne à Londres, et par des jours de pluie ininterrompus, Michael dut se contenter d'attendre le début du tournage, en grande majorité coincé à l'hôtel. Bien que l'idée de départ de la série soit de Tony Warmby, c'est le scénariste Ranald Graham, qui avait notamment travaillé sur la série télévisée Les Professionnels, à qui la production confie le soin d'écrire l'épisode pilote intitulé « Un homme dangereux ». Ce dernier établit les personnages, leurs caractères ainsi que les situations. Graham sera également consultant et directeur d'écriture sur toute la série. Quant à Warmby, il réalise 5 épisodes pour cette première saison. Le tournage de la série débute à l'aube et il est censé se finir à 19 h. Cependant,
les délais seront très vite explosés, obligeant parfois les acteurs à réécrire les dialogues de leurs personnages afin qu'ils soient plus naturels et collent au mieux à leur diction. La série est un véritable succès, dû en grande partie au duo de choc et de charme que tout oppose et qui fonctionne à merveille. Salut. Où est-ce que vous étiez? Dans le placard. C'est dans la salle de bain que vous deviez vous dissimuler. Oui, mais j'y voyais mieux du placard. Mufle! Et si on n'avait pas enchaîné à vous, je vous jure bien que... Enchaîné à moi? Oh, ce serait une bonne idée. De jour ou de nuit? Le rôle du superintendant Gordon Speakings, interprété par le comédien Ray Smith, est d'une importance capitale, car il amène avec ses idées arrêtées une certaine tension dramatique et n'hésite pas à recadrer nos deux inspecteurs lorsqu'ils dépassent les bornes de la hiérarchie. Donnez. Que je donne quoi? Remettez-moi cette pièce d'artillerie qui risque de vous disloquer l'épaule gauche. Ça n'est pas nécessaire, c'est illégal et ça déforme votre veston. C'est au guitariste britannique Alan Parker que la production confie le soin de composer la musique du générique. La série bénéficie en Angleterre d'une grosse campagne publicitaire, à tel point qu'avant la diffusion du premier épisode, les acteurs étaient déjà connus du grand public et se faisaient interpeller dans la rue. Toujours dans l'optique de percer le marché américain, la production injecte dans la série une bonne dose de cascade, une recette qui fait mouche outre-Atlantique. Pour y parvenir, la production s'alloue les services de l'un des meilleurs coordinateurs de cascade, en la personne de Roy Allen, qui avait notamment travaillé sur La Guerre des Étoiles, Indiana Jones ainsi que James Bond. Cette participation, bien que coûteuse et haut de gamme, va s'avérer payante auprès du public américain. Même si les cascades demeurent assez classiques et ne sont pas inédites, elles contribuent largement au succès de la série. Car la série se veut authentique et réaliste. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est tournée en grande partie en extérieur, ce qui permet aux téléspectateurs de découvrir des quartiers de Londres jusqu'alors inconnus du grand public. Le cocktail ne serait pas explosif si les cascades n'étaient pas accompagnées de scènes d'explosion. Pour la petite anecdote, lors d'une scène d'explosion, la détonation fut tellement forte que la police dépêcha sur place une équipe spécialisée dans le désamorçage, pensant qu'il y avait une attaque terroriste sur les docks. Les acteurs redoutaient ces scènes d'explosion, car ils étaient souvent en première ligne, alors que l'équipe technique était loin et filmait au téléobjectif. Sur le plateau, les acteurs mouillent leurs chemises et prennent de gros risques, notamment dans une scène où un compacteur doit écraser la voiture dans laquelle sont nos héros. Cette séquence n'est pas tournée en studio, mais bel et bien dans un authentique broyeur de voitures qui est à l'arrêt, bien évidemment. À partir de la deuxième saison, la relation professionnelle qui existait entre Michael Brandon et Glynis Barber se poursuivra en dehors des plateaux, dû notamment à un voyage fait aux États-Unis afin de promouvoir la série. Les comédiens apprennent à mieux se connaître et vont se rapprocher. Bien que le couple réussisse à dissimuler leur relation à la presse britannique, et ce, pendant 2 années, le poteau rose est dévoilé lorsqu'un jour Michael Brandon s'entaille un ligament en voulant couper une tranche de pain et le paralyse de la main. Afin d'aller consulter un spécialiste sur Los Angeles, le couple prend l'avion. Manque de chance, l'actrice Joan Collins se trouve dans l'avion en question, entourée d'une myriade de photographes. Très vite reconnus par les paparazzi, Michael Brandon et Glynis Barber subissent l'assaut des flashs. La révélation de cette relation au grand public sera une publicité bénéfique pour la série, mais sera de courte durée. Dès le début de la 3e saison, on change de producteur. Tony Warmby cède sa place à Ranald Graham, scénariste du premier épisode et consultant sur la série. Warmby ne réalisera aucun épisode de cette 3e saison. Le concept initial de la série dévie quelque peu sous l'impulsion de Michael Brandon. Ce dernier ajoute des touches de tendresse et de complicité entre Dempsey et Makepeace afin de faire évoluer la série. Mais suite à une chute d'audience du public américain lors de la diffusion de la 2e saison, la décision fut prise de ne pas diffuser la 3e saison aux États-Unis. La série est trop coûteuse, en raison des nombreuses scènes de cascades et de pyrotechnie.
Et sans la manne financière américaine, elle n'est plus rentable. Malgré le taux d'audience de la série, qui culmine à près de 20 millions de téléspectateurs, la série s'arrête au terme de 3 saisons, totalisant toutefois 30 épisodes. Diffusée dans plus de 50 pays, la série télévisée Mission Casse-Cou est un succès mondial et va dresser Michael Brandon et Glynis Barber au rang de stars internationales. La série débarque en France le 8 mai 1986. Pour cette occasion, c'est le comédien Pierre Arditi qui prête sa voix afin d'incarner Jim Dempsey. Vous avez entendu? À tous les deux qu'il a dit. Je suppose qu'on va le faire ensemble. Ça doit vous aller à vous, la paperasse. Langage choisi, belle écriture, bonne orthographe. La voix française d'Harriet Makepeace est interprétée par Nadine Delanoë, qui fut notamment la voix de Purday dans la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir. On vient de me remettre le portrait d'un suspect qui doit très probablement errer dans les rues. Le superintendant Gordon Speakins est doublé par Jean Berger, qui fut notamment la voix de John Steed. Chasse, appuyez sur vos boutons et voyez ce que vous avez sur un nommé Jimmy Reynolds. Et faites envoyer 2 unités sur le port à Greenwich, se renseigner sur un certain Bryce. 2 unités armées, ça pourrait tourner au vinaigre. Quant au super détective Chas Jarvis, il est doublé par Guy Chapelier. La gouvernante de Sir Lionel a signalé à la police locale qu'elle avait découvert qu'un des fusils de chasse avait disparu. Michael Brandon et Glynis Barber se sont mariés en 1989 et demeurent jusqu'à ce jour toujours mariés.